Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Thomas Montigny et je suis en première secondaire. Aujourd'hui, je vous prépare un podcast portant sur la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu qui a été créée par le gouvernement de Justin Trudeau au Canada. Cette journée rendra hommage aux victimes de violences par armes à feu. Quand je parle de victimes, c'est pas nécessairement celles qui sont décédées, mais je parle aussi de celles qui ont été traumatisées par les événements de fusillade et aussi les proches aux personnes qui ont été tuées lors de ces événements tragiques. Cette journée sensibilisera d'ailleurs aussi les gens afin de cesser le nombre de fusillades meurtrières. En effet, il y a une hausse au Canada impressionnante de fusillades meurtrières. Voici certaines données. En 2018, il y a eu 662 fusillades au Canada. En 2019, on atteint un niveau de 689 fusillades. En 2020, on va grimper vraiment haut jusqu'à 759 fusillades et on va atteindre un niveau record en 2021 avec 788 fusillades meurtrières au Canada. Une citation qui revient souvent dans le discours de M. Trudeau face à cet enjeu vraiment important au Canada, c'est il faut que ça arrête. Donc, il va vraiment beaucoup agir dans son prochain mandat ou dans le mandat qu'il fait actuellement pour cesser le nombre de fusillades et aussi pour sensibiliser les jeunes à cet enjeu. En fait, il a aussi énuméré une liste de changements qu'il a fait lors de ses mandats. Donc, voici 3 actions importantes qu'il a nommées. Il a interdit plus de 1500 modèles d'armes à feu. Donc, ça a réduit considérablement la liste de modèles d'armes à feu que les gens peuvent posséder au Canada. Il a aussi durci les conséquences aux gens commettant des infractions liées aux armes à feu. Donc, à la place de recevoir une peine moins grave, ils vont en recevoir une qui est beaucoup plus grave à celle qu'ils auraient reçue il y a quelques années. Il a aussi investi avec des centaines de millions de dollars dans des programmes communautaires afin de réduire la violence par arme à feu et a convaincu des jeunes de ne pas se diriger vers la voie du crime. En même temps, au Sénat au Canada, il y a un projet de loi qui est en train d'être voté. C'est à propos de limiter les armes à feu au pays et d'augmenter les sanctions aux gens qui ne respectent pas les mesures prises par le gouvernement. Les conservateurs, qui sont moins nombreux au Sénat que les libéraux, sont contre ce projet de loi parce qu'ils trouvent que ces lois pénaliseraient ceux qui possèdent des armes au Canada et ils craignent aussi que les possesseurs d'armes soient considérés des criminels alors qu'ils ont bien le droit de posséder une arme selon eux. Maintenant, je vais vous parler d'une nouvelle qui a fait rage aux États-Unis. En effet, c'est un débat républicain donc que tous les candidats qui veulent se présenter afin d'être aux élections de 2024 qui va prendre place le 23 août au Wisconsin. Maintenant, il y a vraiment une énorme liste qu'on peut dresser des nombreux candidats qui veulent se présenter. Et là, maintenant, je vais vous nommer les plus connus. Premièrement, on a Donald Trump, qui est un ancien président des États-Unis. Ron DeSantis, l'actuel gouverneur de la Floride. On a Nikki Haley, une femme. Tim Scott, un candidat quand même assez connu. Et Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump. Donc, les deux se sont présentés séparément. Le défi de chacun des candidats au débat, ça va être de vraiment prendre sa place. Parce que vu qu'il y a une énorme quantité de candidats, leur but, ça va vraiment de montrer leur couleur et de jouer la population. Ils devront aussi habilement montrer leur opinion, ce qu'ils pensent, leurs promesses et tout ça. Quelque chose qui se rajoute en plus à leur défi, c'est que Donald Trump est le candidat le plus favorable. Donc, il y aura beaucoup de gens qui vont voter pour lui. Mais les gens qui vont pas voter pour lui, leurs votes vont se diviser parmi tous les candidats. Donc, c'est vraiment ça qui va favoriser Donald Trump et qui va rendre les défis des autres encore plus grands. Le fait que le débat se situe dans la ville de Milwaukee, donc la plus grande ville au Wisconsin, n'est pas du hasard. C'est que c'est un État des États-Unis souvent très serré dans les sondages et souvent très serré lors des élections américaines. Par exemple, en 2021, les démocrates l'ont remporté d'un cheveu, donc de très près des républicains.
Donc le débat, vu qu'il va se prendre place là-bas, ben ça va augmenter peut-être les chances des républicains lors de l'élection de 2024 de avoir une chance plus grande que les démocrates de gagner là. Donc ils auront la chance de montrer la couleur et la diversité de leurs candidats. Et celui qui sera sélectionné parmi tous leurs candidats devra affronter Joe Biden aux élections de 2024. C'est fort probablement lui parce que habituellement, lorsqu'un président veut se représenter, un président veut se représenter, les autres candidats qui voulaient mettre leur candidature vont traditionnellement laisser leur place au président actuel et le laisser se présenter. Maintenant, je vais vous parler du Parti québécois qui souhaite un processus de divulgation sur le financement du camp non lors du référendum de 95. Maintenant, je vais un peu vous simplifier ce que je viens de vous lire. Donc en fait, c'est le PQ, donc le Parti québécois, qui a été fondé dans les années 1970 par René Lévesque, qui demande les documents d'une enquête sur le référendum de 1995, donc comment le camp du non, donc il fallait lors de ce référendum-là voter pour l'indépendance du Québec, soit oui pour l'indépendance ou non pour rester dans le Canada. Et il y avait une grosse enquête sur le financement du camp non, vu qu'il y avait eu quelques enquêtes à propos de ça. Donc voici comment cela fonctionnait. Donc en fait, c'est le chef du Parti québécois, donc Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a envoyé une lettre, donc une demande à Jean-François Blanchet, le directeur général des élections du Québec, et afin de recevoir un suivi sur la motion débattue à l'Assemblée nationale. Mais c'est quoi cette motion? Cette motion demande à M. Blanchet de faire part des documents de la commission Grenier. Donc, Bernard Grenier avait mené une enquête en 2007 sur le financement du camp non. Il avait aussi déposé un rapport à ce sujet. Donc, en gros, l'Assemblée nationale veut recevoir ces documents-là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette enquête, parce que ils ont poursuivi une nouvelle. Donc, cette enquête contenait plus de 90 témoignages et 4500 documents. Le chef d'enquête, M. Grenier, n'a pas pu partager son rapport au grand public parce qu'il a reçu l'ordre de non-divulgation. Donc, en fait, il s'est fait ordonner de ne pas pouvoir le montrer au grand public, soit aux journalistes et à l'Assemblée nationale. M. Grenier se justifie, donc évidemment, les gens lui demandaient pourquoi tu as respecté ça, en affirmant qu'il ne voulait point aussi nuire à la réputation des personnes qui auraient participé pour le camp non. Plusieurs indépendantistes se demandent si la victoire serrée du camp non est due au financement qui a dépassé les limites. Ce financement a peut-être convaincu plusieurs Québécois de voter en faveur du non. Et là, on se rappelle, c'était un des référendums les plus serrés de l'histoire. Je pense même que c'est peut-être le plus serré de l'histoire. Rester dans le Canada, c'était vraiment une question qui séparait le Québec et qui était vraiment importante pour plusieurs Québécois. Il y en a que si la réponse était non ou était oui, c'était vraiment toute leur vie qui était en jeu. Donc en fait, les résultats, c'était 50,58% non et 49,42% oui. Le gouvernement fédéral a été accusé d'avoir dépassé le plafond de financement. Donc ce financement controversé proviendrait du ministère de du patrimoine canadien. Donc c'est des dons directs vers le camp non. Donc en fait, selon le rapport, c'est ça qui s'est vraiment passé. Certains financements venaient du Conseil de l'unité canadienne et Option Canada. Ceux-ci favorisaient le camp non. Ensemble, ils ont donné plus de 11 millions de dollars, ce qui est vraiment énorme. Dans le rapport, une information ne figure pas. Qui a financé le rassemblement du 27 octobre 1995? Ce rassemblement, qui s'est déroulé en octobre 1995, c'était le Love In à Montréal. Ça fêtait un peu la fin de la campagne référendaire, puis ça l'aidait à ce que les gens qui n'étaient pas encore décidés à voter oui ou non se fassent une idée claire de ce qu'ils voulaient, donc à rester dans le Canada. Donc, c'est plutôt ça qui s'est passé. Donc, on a eu une partie de l'information, mais l'enquête était peut-être un peu incomplète. Donc, en gros, on n'a pas reçu toutes les informations. Donc, en fait, oui, ils ont dépassé le gouvernement fédéral avec le patrimoine canadien.
Oui, ils ont dépassé la limite de 5,1 millions de dollars, mais ça reste que je pense que l'argent, ça n'a pas nécessairement autant influencé des gens afin de voter pour le non. La prochaine nouvelle portera sur l'international, plus précisément en Chine et aux États-Unis. Donc en fait, je vais vous parler de la création d'un musée unique au monde qui porte sur le Tiananmen. Donc, en fait, le Tiananmen, c'est quand il y avait eu des manifestations étudiantes en Chine en 1989. Le gouvernement chinois communiste, dans ce temps-là et encore aujourd'hui, mais ce n'est pas le même gouverneur, a décidé d'arrêter brusquement ces manifestations-là. Quels moyens ils ont utilisé? Ben, évidemment, c'est avec la force, avec les armes. Donc, ils ont abattu des milliers de manifestants contre le régime, qui étaient contre le régime communiste. Dans ce pays-là, ce qui est vraiment triste, c'est que le gouvernement est vraiment contre la liberté d'expression et les droits de certaines personnes sont bafoués, ignorés. Tout le monde est très pauvre, la pauvreté règne presque partout dans ce pays-là. Donc en fait, c'est un musée que des dissidents chinois, donc des manifestants chinois, qui ont fait à Manhattan, à New York. Ils l'ont fondé dans cette ville-là parce qu'ils sont un peu moins loin, un peu plus loin des menaces chinoises et de la pression chinoise communiste. Mais ils ont affirmé quand même lors de l'investiture de ce musée-là qu'ils sentaient quand même la menace chinoise aux États-Unis. Bien qu'ils soient à des centaines et des centaines, et voire des milliers de kilomètres de la Chine. Donc ce musée a été installé à la suite de la fermeture du musée commémorant le Tiananmen à Hong Kong. Donc en fait, c'est les autorités chinoises qui ont juste décidé de fermer ce musée-là, parce que ça racontait une partie de l'histoire chinoise qui contredit, pas qui contredit, mais qui met le gouvernement communiste comme quelque chose de mal, comme une institution mauvaise qui contredit les droits humains. Donc c'est avec la création de ce musée-là qui fête le 34e anniversaire de l'événement. Donc c'est le créateur du petit musée Wang Dan qui trouve que c'est vraiment important de commémorer cet événement et de faire pression sur le gouvernement communiste chinois. Wang Dan est un célèbre manifestant chinois. Il a fait plusieurs années de prison en Chine parce qu'évidemment il voulait le faire taire, comme dans les pays communistes comme la Russie. Et finalement, il est allé aux États-Unis quelques années après pour faire des études à la prestigieuse université de Harvard. Donc, c'est à cette université-là qu'il va faire une thèse en histoire. Tellement que le gouvernement chinois surveille sa population, voire dans le pays qu'à l'international, qu'ils espionnent ses citoyens, qui ont un contrôle vraiment énorme sur leur population. Ce que certains manifestants ont fait, c'est de mettre des masques, des lunettes, afin de protéger non seulement leur identité, mais aussi l'identité de leurs proches qui sont peut-être même en ce moment en Chine. Ce musée a entre autres comme mission de commémorer le 7 juin 1989 chaque année. Premièrement, parce que la Chine, le gouvernement communiste, veut effacer cet événement dans la tête des habitants, non seulement de son pays, mais de la planète, parce que c'est vraiment un événement tragique qui comme rend l'image de ce pays-là vraiment plus sombre et mauvaise. Donc le rôle à ces manifestants chinois-là, c'est de commémorer cet événement-là pour que l'histoire de cette journée-là et que tout le monde s'en rappelle pour savoir comment la Chine a mal agi lors de cette journée-là. Et les manifestants chinois, ce qui m'impressionne avec eux, c'est qu'ils ont toujours été imaginatifs, créatifs pour pas contourner la loi, mais comme trouver des moyens originaux de manifester, comme ceux des papiers blancs et plein d'autres moyens qui ont trouvé de manifester, créer un musée à l'autre bout du monde, c'est parfait comme idée parce que t'es plus sous le contrôle de ton pays communiste qui t'ordonne de faire plein de choses et qui sont contre tes droits puis tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment impressionnant de voir comment ils bouillonnent
d'intelligence, puis comment ils souhaitent tellement euh, montrer comment leurs droits sont bafoués et pas juste faire que les gens croient dans le monde comme ah oui, le gouvernement chinois, leur gouvernement il est full mauvais parce que ben, évidemment c'est communiste puis ils sont contre les droits de la population. Mais il faut aussi se rappeler qu'il y a une population qui vit de ce pays-là et que cette population-là, malheureusement, est sous le contrôle de ce pays-là. Mais la population chinoise, c'est l'une des plus anciennes au monde, l'une des plus influentes au monde, l'une des plus riches au monde. Donc c'est vraiment important de ne pas croire que vu que le gouvernement est mauvais, que la population est mauvaise. C'est vraiment tout le contraire. D'ailleurs, un bon exemple d'un événement qui a été genre stoppé en Chine, puisque le gouvernement veut cesser tout par rapport au 4 juin 1989, c'est qu'avant ça, chaque 4 juin, des dizaines de milliers de Chinois se rassemblaient au parc Victoria, situé en Chine, afin de se commémorer l'événement avec plein de bougies représentant chaque victime de cet événement-là. Mais là, évidemment, la Chine a stoppé cet événement-là qui rassemblait tout le monde pour commémorer ces personnes victimes. Donc c'est avec ces 4 nouvelles-là que je finis ce premier podcast sur la chaîne de l'Info C'est Beau. Merci d'avoir écouté.